Bonjour à tous, je suis Sylvestre Delmotte, je suis agronome et consultant en agro-environnement. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences des changements climatiques sur la disponibilité de l'eau pour l'agriculture. La présentation se fera donc en trois séquences. D'abord, nous allons voir ensemble comment les besoins en eau vont évoluer dans le contexte des changements climatiques. Puis nous verrons aussi l'impact de l'évolution du climat sur les ressources en eau, pour finalement regarder ensemble quelques outils que les agronomes peuvent utiliser pour accompagner les producteurs qui se questionnent sur est-ce que leurs ressources en eau sont suffisantes pour combler leurs besoins. En agriculture, les besoins qu'on doit combler sont pour deux destinations principales. D'une part, l'abreuvement des animaux et l'irrigation des cultures. Si on regarde le premier point d'abord, pour ce qui est des animaux à abreuver, on a surtout des bovins et des porcs qui consomment beaucoup d'eau. Plus d'un million de bovins, près de 4 millions et demi de porcs qu'il faut abreuver quotidiennement, et avec des besoins qui sont quand même assez importants, en particulier si on regarde par exemple une vache en lactation, on considère que c'est à peu près 110 litres par jour, mais les journées où il fait très chaud, ça peut être plus que ça, que la vache va boire. Ce qui représente quand même près de 40 000 litres ou 40 mètres cubes par an qu'une vache va consommer. Quand on parle d'irrigation, on a estimé dans le cadre des projets RADO qu'il y avait environ 25 000 hectares qui étaient irrigués en 2018 au Québec. Et on parle à peu près, en moyenne, on peut considérer que toute culture confondue, c'est à peu près 100 mm d'eau qu'il faut apporter chaque année. 100 mm sur 1 hectare, ça fait 1000 mètres cubes, donc 1 million de litres. Toujours dans le contexte des projets RADO, on a essayé de comptabiliser finalement combien ça représentait de mètres cubes consommés pour l'agriculture au Québec annuellement. Donc là, cette étude-là, elle portait sur toutes les régions agricoles sauf le lac Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie et l'Abitibi-Témiscamingue. Donc pour toutes les autres régions du Québec, on a comptabilisé que l'abreuvement des animaux, mais aussi le nettoyage des installations et le refroidissement des bâtiments d'élevage, représentait environ 45 millions de mètres cubes par an, alors que l'irrigation des cultures et le lavage des légumes à la ferme, ça représentait à peu près 54 millions de mètres cubes, donc un petit peu supérieur, mais on peut voir que on n'est pas loin du moitié-moitié entre les différents types de consommation. Les besoins qu'on vient d'évoquer pourraient être en hausse à l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le nombre d'animaux d'élevage pourrait évoluer à la hausse. Dans certaines productions, c'est plutôt en baisse, mais dans d'autres, ça pourrait augmenter. Surtout aussi parce que chacun de ces animaux pourrait éventuellement consommer un petit peu plus d'eau pour ses propres besoins d'abreuvement. C'est sûr que à chaque degré de plus, à chaque degré donc de température, chaque animal va consommer un petit peu plus d'eau. Ce qui pourrait aussi amener une différence notable, c'est si les bâtiments d'élevage s'équipaient davantage d'équipements pour refroidir les conditions intérieures, ambiantes. Par exemple, on parle de brumisation ou d'équipements type goutte à goutte qui permettent en fait d'augmenter l'humidité dans l'air et donc d'une certaine façon de réduire les conditions de température ressenties par les animaux, qui sont par contre néanmoins uniquement efficaces tant qu'on a des conditions d'humidité relativement faibles, ce qui n'est pas toujours le cas l'été au Québec. Quand on parle par contre de production végétale, on s'attend à avoir une hausse, une augmentation du déficit hydrique, surtout en lien avec la hausse des températures, du fait des changements climatiques, et ça pourrait amener à une augmentation des besoins en eau pour l'irrigation. On parle d'une évapotranspiration dans plusieurs études qui serait en hausse de 30 à 90 mm durant la saison de croissance. Donc dans les cultures où on a la capacité d'irriguer, ça va probablement signifier une augmentation des volumes d'eau nécessaires pour l'irrigation. D'autre part, les superficies qui sont irriguées pourraient aussi évoluer. En 2003, on les estimait à 19 700 hectares, en 2018 à 25 000 hectares. La question qu'on peut se poser aussi à travers ce qu'on observe actuellement sur le terrain, c'est à quelle superficie on va atteindre en 2030 et en 2050. Probablement que ça sera supérieur à ce qu'on observe aujourd'hui. Sur la base des informations précédentes, dans le projet RADO, toujours pour les mêmes régions qu'on a présentées auparavant, on a aussi fait une estimation des volumes consommés en 2050 en climat futur. Puis on peut voir que pour l'abreuvement des animaux et les autres usages dans les élevages, on augmenterait de 45 à peu près 53 millions de mètres cubes pour le scénario où on aurait la plus forte hausse. Alors pour l'irrigation des cultures, on aurait plus qu'un doublement des consommations d'eau, on passerait de 53-54 millions à près de 120 millions de mètres cubes par année.
Donc nécessairement des besoins pour les usages agricoles considérablement en hausse. Pour faire face aux besoins en eau en agriculture, on a donc deux sources d'eau possibles qu'on va considérer. On est donc au deuxième point de la présentation. La première source d'eau, c'est ce qu'on appelle les eaux souterraines, donc des eaux qui sont vraiment situées en profondeur. Donc on considère souvent les nappes phréatiques qu'on appelle eaux rock, donc qui sont vraiment loin sous la surface du sol. Et on va pouvoir aller prélever de l'eau dans cette nappe au travers de puits qui vont être profonds, donc qui vont être creusés à plusieurs dizaines de mètres, voire davantage, qu'on appelle souvent des puits aussi artésiens au Québec, donc des puits relativement creux. La seconde source qu'on va regarder par la suite, ça va être les eaux de surface avec différents types d'ouvrages qui permettent d'aller prélever de l'eau. Quand on parle d'eau souterraine et d'eau souterraine au roc en particulier, il est important de bien distinguer la recharge de la productivité de la nappe. Sur le schéma qu'on a ici, on représente une coupe d'un sol ou même d'un territoire typique au Québec où on a un aquifère en surface, donc des couches de sol en surface, et en profondeur une nappe phréatique, donc une nappe en profondeur, avec un ouvrage de captage, donc un puits, dans lequel on va pouvoir prélever de l'eau. Lorsqu'on prélève de l'eau dans un puits, on observe un rabattement de la nappe, c'est-à-dire que le niveau de la nappe localement va baisser, et on va avoir des écoulements latéraux qui vont venir éventuellement contribuer à ramener de l'eau au niveau du puits. Ce qu'on appelle la recharge, c'est la quantité d'eau qui va effectivement rejoindre la nappe chaque année. Et ça va surtout dépendre de la géologie du sous-sol et aussi du climat, donc des quantités de précipitations qui vont tomber en surface du sol et de finalement la capacité de l'eau à s'infiltrer et à rejoindre la nappe. Quand on parle de productivité, c'est la quantité d'eau qu'on est capable d'extraire de cette nappe par un puits, donc par un forage. Et dans certaines régions au Québec, on a une forte recharge, c'est-à-dire qu'on a une bonne capacité de la nappe de se recharger. Par contre, on a de la difficulté à aller extraire de l'eau parce que le roc, donc la roche qui est sous terre, est peu fracturée et l'eau s'écoule donc très lentement. Si l'eau s'écoule lentement, eh ben, le rabattement va être important quand on va prélever de l'eau et on va avoir de la difficulté à obtenir un débit d'eau suffisant, ce qui parfois limite l'approvisionnement en eau pour plusieurs situations au Québec, pour plusieurs municipalités. Ce qui nous préoccupe, c'est l'impact des changements climatiques sur la recharge. A priori, la productivité évoluera peu, puisque ça c'est surtout lié au sous-sol. Par contre, la quantité d'eau qui va rejoindre la nappe phréatique est un sujet d'intérêt pour les scientifiques. Récemment, on a eu une première étude qui a été faite par une équipe de l'UQAM et d'Ouranos, qui a été publiée, qui est la première étude, à ma connaissance, qui portait sur l'impact des changements climatiques sur l'eau souterraine, mais aussi l'eau de surface, donc dans une modélisation qui a été faite pour tout le territoire du sud du Québec, depuis le bassin versant de la rivière Châteauguay jusqu'au bassin versant de la rivière Chaudière. Ce qu'on appelle ici le bassin W1, Watershed 1, et Watershed 8, donc dans la figure extraite de cet article. Dans le tableau présenté ici, issu de cet article, on présente la recharge annuelle de la nappe phréatique pour différents horizons de temps. On peut voir ici l'horizon de temps 1981-2010, 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Et on présente la recharge pour les 8 bassins versants qui étaient présentés sur la carte précédente. Le premier, si on se souvient, c'était le bassin de la rivière Châteauguay. Le 8e, c'était le bassin de la rivière Chaudière. Et on le présente pour les mois dits des mois froids, les cold months, décembre à mars, et puis les mois chauds, de mai à novembre. On peut voir qu'en climat historique, dans la rivière Châteauguay, dans le bassin versant de la rivière Châteauguay, on estimait une recharge d'environ 126 mm à l'échelle annuelle, avec une variation interannuelle de l'ordre de 26 mm, et une recharge qui était surtout pendant les mois d'hiver de 74 mm, pour les mois d'été de 31 mm. Et puis on peut voir qu'en climat futur, si on regarde le total annuel, on peut voir qu'il a tendance à légèrement augmenter. On passerait de 126 à 132, à 138, à 143 mm. Et c'est la même tendance qui se dessine pour tous les bassins versants qui ont été étudiés dans cette étude-là, avec la même dynamique, peut-être légèrement plus faible quand on s'en va vers l'est,
par exemple pour le bassin d'un versant de la rivière Chaudière. Donc la bonne nouvelle de cette étude, c'est que déjà a priori, on ne s'attend pas à avoir un impact négatif des changements climatiques. Dans les cas les plus pessimistes, on serait autour d'une certaine stabilité de la recharge, avec par contre un petit peu plus de variation comme on peut voir d'une année à l'autre, mais en moyenne une recharge stable, voire une augmentation peut-être de la recharge pour les bassins versants situés les plus au sud. Pour quelles raisons est-ce qu'on observe cette augmentation de la recharge en climat futur? C'est lié en fait à l'évolution de la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration. Ce qu'on sait, ça c'est une figure qui est issue du projet Agriclimat, c'est qu'en climat futur, les précipitations vont augmenter pour les mois d'hiver, comme on peut le voir ici sur le graphique, à partir des mois de janvier, février, mars, et aussi pour les mois de novembre et décembre. On va avoir une différence entre ce qu'il pleut et l'évapotranspiration qui va être accentuée pour les mois d'hiver. Donc en noir c'était pour le climat historique, en rouge pour le climat futur. On voit que en climat futur, la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration va être supérieure. A l'inverse, pour les mois d'été, on va avoir un déficit hydrique qui va être aggravé, donc qui va être plus important. La conséquence de ces changements, c'est qu'on va avoir un décalage potentiellement des périodes de recharge qui potentiellement vont être un petit peu plus tôt, donc vont se passer davantage durant les mois d'hiver et un petit peu plus tard à l'automne que ce qu'on observait actuellement. Mais en termes de volume total d'eau qui rejoindrait les nappes phréatiques, ça serait légèrement supérieur comme on le voyait dans l'étude précédente. Donc si on résume sur les impacts des changements climatiques auxquels on peut s'attendre, à ce jour, donc selon les résultats des dernières études qui ont été publiées à ce sujet, il semble donc probable que les précipitations en hausse durant l'automne, l'hiver et au début du printemps euh, seront concomitantes avec les principales périodes de recharge qu'on observe déjà actuellement et donc vont entraîner quelque part un décalage des périodes de recharge, mais un volume d'eau qui théoriquement va être à minima identique, sinon légèrement supérieur à ce qu'on observait historiquement. On en viendrait donc à la deuxième partie de la présentation, pour parler ici d'eau de surface, donc des prélèvements qui peuvent être faits soit directement dans des cours d'eau, soit dans des étangs d'irrigation qui sont éventuellement rechargés par la nappe phréatique de surface, ou finalement dans des puits dits de surface, donc des puits qui sont relativement peu profonds. Ce à quoi on s'attend par rapport au régime hydrique des cours d'eau, en lien avec encore une fois l'évolution du climat, dans un premier temps c'est déjà un devancement de la crue printanière. Pourquoi on s'attend à ce que cette crue printanière soit avancée? C'est parce que la fonte de la neige va avoir lieu plus tôt à la fin de l'hiver. On s'attend aussi à ce que les débits des cours d'eau soient plus importants durant l'hiver et à l'automne parce que le sol sera gelé moins longtemps et aussi plus tardivement à l'automne. On s'attend aussi à ce que les débits des cours d'eau soient plus importants parce que les précipitations, comme je l'ai dit précédemment, vont être en hausse durant les mois d'hiver. Par contre, on s'attend aussi à ce que les débits d'étiage soient plus faibles pendant l'été, ce qu'on appelle le débit d'étiage, c'est le débit minimum du cours d'eau. On s'attend à ce qu'il soit plus faible puisque les pics de crue vont être plus tôt et aussi parce que le déficit hydrique va être plus important pendant la période estivale, tel que ça a été mentionné précédemment. Ici, dans ce tableau, on présente l'évolution attendue des débits d'étiage estivaux, donc pendant l'été, pour quatre cours d'eau importants au Québec, la rivière Châteauguay, la rivière Rouge, la rivière Assomption et la rivière Nicolet-Sud. Ces données sont issues de la classe hydroclimatique du Québec. On peut voir que les débits d'étiage, donc les débits minimums sur une période d'une semaine, ce qu'on appelle le Q27, donc un débit minimum sur une semaine de récurrence 2 ans, donc qui survient une année sur deux.
Dans la rivière Châteauguay, il était estimé à 3,9 mètres cubes, puis dans la rivière Assomption, par exemple, à 18,7 mètres cubes par seconde. En climat futur, on s'attend à ce que ces débits diminuent. Pour la rivière Châteauguay, suivant les projections climatiques, la médiane estimée est d'environ 2,9 à 2,6 mètres cubes par seconde. Pour la rivière Assomption, l'autre exemple que je viens de prendre, on parlerait de 13,5 à 12,6 mètres cubes par seconde, ce qui, pour l'ensemble des cours d'eau, signifie une réduction des débits d'étiage de l'ordre de 20, 25 à presque 40% dans certains cas de réduction de débit. Donc les débits des cours d'eau vont être fortement à la baisse en climat futur. Au-delà des cours d'eau, on prélève aussi des eaux de surface, ou en tout cas à la frontière entre les eaux de surface et les eaux souterraines, au travers de puits et d'étangs d'irrigation, comme on le représente ici sur le graphique. Donc des puits et des étangs d'irrigation. La question qui se pose, c'est comment les changements climatiques vont influencer les niveaux des nappes qu'on appelle dans l'aquifère granulaire, donc des nappes de surface, par rapport aux nappes, elles, en profondeur qu'on vient de voir, qu'on appelle ici sur ce schéma les aquitars. Comment ces changements climatiques vont influencer ces niveaux d'eau? Ici, on représente le graphique que vous avez déjà vu précédemment, où on a l'évolution du bilan hydrique mensuel, où on peut voir qu'à partir du mois de mai, on a un bilan hydrique qui est négatif, donc on est en déficit hydrique, les précipitations sont inférieures à l'évapotranspiration potentielle du sol et des végétaux. Donc quand on est au Québec au mois de mai, on est, en fait jusqu'en avril plutôt, on est dans une situation où on avait un bilan excédentaire, donc qui se traduit par des sols saturés en eau et donc un niveau de nappe représenté ici sur ce graphique avec des pointillés noirs et rouges, noir pour le climat historique, rouge pour le climat futur, un niveau de nappe qui affleure la surface du sol souvent, ce qui fait que les étangs d'irrigation sont pleins et les niveaux des puits de surface sont très élevés. À partir du mois de mai, on va passer dans une situation où le déficit hydrique va s'installer et où donc on aura moins de pluie que l'évapotranspiration, ce qui va amener à une diminution du niveau de la nappe au cours du temps. Et dès le mois de juin, on peut voir ici sur la courbe à gauche que le déficit hydrique va être accentué en climat futur par rapport au climat actuel, ce qui pourrait se traduire par une diminution un petit peu plus importante du niveau de la nappe. Et plus on va avancer au cœur de l'été, plus, on va le voir sur l'animation suivante, le niveau de la nappe risque d'être de plus en plus bas en climat futur. On peut le voir ici à travers l'animation pour le mois de juillet. Et au mois d'août, où là le déficit hydrique et la différence de niveau de nappe entre le climat historique et le climat futur est le plus accentué. À partir du mois de septembre, donc le mois suivant, on va se retrouver dans une situation où les précipitations vont devenir supérieures à l'évapotranspiration, ce qui fait que le niveau des nappes vont commencer à réaugmenter. Donc si on résume, encore une fois, il y a de l'incertitude sur les impacts des changements climatiques sur les eaux de surface. Il y en a moins pour ce qui est des débits des cours d'eau, où il semble aujourd'hui probable que les débits seront plus faibles au cours de l'été. Par contre, un petit peu plus incertain, l'impact des changements climatiques sur les niveaux des nappes en surface, donc des aquifères granulaires, mais qui néanmoins, selon les hypothèses que je viens de vous présenter, seront probablement plus faibles, ce qui pourrait affecter les niveaux des puits de surface et des étangs d'irrigation. Donc pour les producteurs qui utilisent ce type de ressources, c'est quelque part ici un signal qu'il va falloir peut-être regarder avec un peu plus d'attention l'évolution des niveaux dans ces ressources. Si on résume donc jusqu'ici ce qu'on a vu, les besoins en eau vont être en augmentation surtout pour l'irrigation mais aussi potentiellement pour les animaux. On s'attend à ce qu'il y ait autant d'eau souterraine disponible puisque la recharge devrait être similaire voire même éventuellement légèrement en hausse. Donc pour les producteurs qui s'approvisionnent avec des eaux souterraines via des puits artésiens ou des puits profonds, a priori c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, pour ce qui est des eaux de surface, la situation est un petit peu plus incertaine,
que ce soit dans les étangs d'irrigation, dans les puits de surface ou dans les cours d'eau, il y a éventuellement davantage de risques d'avoir des enjeux d'approvisionnement en eau, puisque les ressources seront probablement plus faibles, en particulier à la fin de l'été. J'en viens maintenant à la troisième et dernière partie de cette présentation, où je voulais vous présenter quelques pistes pour accompagner les producteurs qui se questionnent sur l'adéquation entre leurs ressources et leurs besoins en eau. La première chose que vous allez devoir faire, c'est d'estimer quels sont les besoins en eau de l'entreprise pour pouvoir ensuite essayer d'analyser si les ressources sont suffisantes. Pour estimer les besoins en eau, il faut d'abord caractériser quels sont les différents types de prélèvements qui sont faits, donc pour l'irrigation, pour le lavage des légumes, pour l'abreuvement des animaux, pour le refroidissement aussi des animaux éventuellement dans les bâtiments. Pour ça, ce que je peux vous suggérer, ce sont notamment des valeurs de référence qui ont été développées par région dans les projets RADO. Donc dans les rapports régionaux, il y a des valeurs qui sont proposées de quantité d'eau qu'un animal d'un type d'élevage donné a besoin pour sa consommation, pour l'abreuvement, pour le refroidissement, pour le lavage, etc. Donc ça peut vous servir de référence pour faire une première estimation sur les entreprises. D'autre part, si sur l'entreprise il y a un compteur d'eau ou s'il y a d'autres moyens qui permettent de quantifier, évidemment ça sera plus précis et encore plus adéquat. Dans un deuxième temps, il faut évaluer la capacité des ressources disponibles à combler les besoins. Et là, j'attire votre attention sur l'aspect réglementaire, que je vous encourage à aller voir les présentations qui ont été faites au colloque sur la gestion de l'eau en 2022, colloque organisé par le CRAAC, parce que même si parfois on a l'impression que les ressources sont suffisantes, quand on considère aussi les autorisations qu'il est nécessaire d'obtenir pour pouvoir prélever de l'eau, dans certains cas on se rend compte que les ressources qu'on utilise actuellement ne pourront pas être utilisées dans le futur pour combler les besoins en eau de l'entreprise. Au-delà des aspects réglementaires, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour estimer ou analyser si les eaux souterraines qui sont prélevées par l'entreprise présentent une situation problématique ou pas. D'abord, il y a le réseau de suivi des eaux souterraines du Québec qui est en ligne sur le site du ministère de l'Environnement, dans lequel il y a un réseau de puits avec des observations des niveaux d'eau qui sont présentés. Ici, on a par exemple le puits de suivi de la municipalité de Saint-Rémy, qui est un des puits dans lequel on a le plus d'enjeux au Québec, puisqu'on peut voir ici que le niveau d'eau dans le puits varie beaucoup, évidemment à l'échelle d'une année, mais aussi présente aussi une tendance à la baisse, probablement liée à une surexploitation de la ressource dans ce cas-ci. Donc sur ce lien-là, vous pouvez trouver tous les puits qui sont suivis par le ministère de l'Environnement. Et donc en localisant votre entreprise par rapport aux puits qui sont présents, vous pouvez aller chercher le puits le plus proche et ça va vous donner une idée si ça présente une dynamique inquiétante ou plutôt stable ou plutôt même éventuellement à la hausse comme on l'observe dans certaines régions du Québec. Le second outil que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le système d'information hydrologique. C'est en fait une base de données où les puisatiers, donc les entreprises qui creusent des puits, déclarent à la fois la localisation, comme on peut le voir ici sur la carte, la localisation de tous les puits qui ont été creusés. Donc là j'ai choisi pour la municipalité de Saint-Rémy, sur la base du même exemple que précédemment, tous les puits qui sont déclarés. Mais on a aussi une information sur les profondeurs, les diamètres, et surtout, c'est ça qui nous intéresse, les débits qui ont été obtenus lors des tests. Donc si vous vous questionnez sur la possibilité de creuser un nouveau puits, c'est toujours intéressant d'aller voir quels sont les débits qui ont été obtenus dans les puits qui ont été creusés à proximité de la ferme. Ça va vous donner une idée de ce qu'il est possible d'atteindre, que vous pouvez ensuite comparer aux besoins de l'entreprise pour voir si ça serait possible d'obtenir un débit suffisant sur la base des puits qui sont creusés à proximité. Il y a aussi des études qui ont été réalisées dans le cadre des PACHES, donc des programmes d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, dont les rapports sont présentés aussi sur le site du ministère de l'Environnement, dont le lien est remis ici. Et ces rapports présentent une cartographie de la recharge des nappes phréatiques, donc avec une estimation quantifiée de combien de millimètres par année
rejoignent la nappe. Là encore, de situer l'entreprise par rapport à cette carte permet d'évaluer si l'entreprise est située dans un territoire où la nappe se recharge bien ou si on est dans un territoire où on a une faible recharge. Encore une fois, ce n'est pas une indication de la productivité potentielle d'un puits qui serait creusé, mais ça vous donne une idée de la potentialité de la ressource. Quand on parle des eaux de surface, il y a plusieurs outils aussi qui peuvent être utilisés. L'Atlas hydroclimatique du Québec, dont j'ai été chercher quelques chiffres qui ont été présentés précédemment, qui permettent de présenter finalement les débits d'étiage estivaux historiques et futurs, donc avec aussi des projections climatiques pour les principaux cours d'eau. Donc on peut voir sur la carte qui est présentée ici, ce sont surtout les cours d'eau importants, avec des débits importants, donc des grands cours d'eau, qui sont cartographiés dans cet atlas. Le second outil que vous pouvez utiliser, c'est une base de données finalement du ministère de l'Environnement qui recense toutes les stations hydrométriques qui sont présentes dans des cours d'eau, souvent des plus petits cours d'eau aussi potentiellement que ce qui a été présenté auparavant, et donc des stations pour lesquelles on a des mesures de débit et qui permettent aussi d'estimer des débits d'étiage, donc les fameux débits minimums qui servent de base à la réglementation sur les autorisations pour les prélèvements d'eau dans les cours d'eau. Donc vous pouvez aller consulter si il y a une station qui a été installée dans les cours d'eau ou dans le cours d'eau dans lequel vous envisageriez éventuellement d'aller chercher de l'eau. Ça va vous donner une information qui va vous permettre d'estimer si c'est réaliste ou pas d'aller prélever de l'eau dans ce cours d'eau en fonction du débit d'étiage. Donc pour conclure cette présentation, je reviendrai juste sur le fait que le questionnement sur l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau, c'est un questionnement qui est global et qui préoccupe beaucoup de monde au Québec. Néanmoins, quand on parle de prélèvements pour l'agriculture, on fait face à de multiples situations qui sont différentes, très différentes même, en fonction de où on est situé, en fonction du type de ressources en eau qu'on a. Et donc les solutions pour l'approvisionnement en eau seront aussi locales, dans le sens que il n'y a pas une seule recette qui peut être appliquée à toutes les entreprises agricoles du Québec. Il y a plusieurs projets qui sont en cours ou qui sont à venir et qui vont amener des compléments d'informations intéressants pour approfondir encore notre connaissance sur à la fois les enjeux mais aussi les solutions. On peut citer par exemple les portraits des enjeux de qualité et de quantité d'eau qui sont développés en ce moment au Bas-Saint-Laurent, qui doivent mener aussi à des recommandations pour une gestion durable de la ressource. Les multiples projets qui sont développés aussi à l'IRDA sur l'irrigation des cultures, souvent fruits et légumes, mais aussi des projets en cours sur une réflexion sur l'irrigation des grandes cultures et des plantes fourragères. Il y a aussi le projet Célano qui est mené par la Fédération de l'UPA de la Naudière avec plusieurs collaborateurs qui réfléchit à un système d'approvisionnement collectif pour les producteurs qui utilisent de l'eau dans le complexe tourbeux des tourbières de la Norée. Et puis finalement, dernièrement, il y a eu un appel à projet sur les conséquences d'un manque d'eau sévère au Québec qui vise à s'interroger justement sur comment gérer à l'échelle territoriale les priorités d'accès à l'eau si on venait à manquer d'eau certaines années du fait des changements climatiques. Donc en conclusion, je vous invite donc à rester à l'affût de l'évolution de ces connaissances et des pistes de solutions aussi potentielles pour qu'on puisse accompagner les producteurs dans des décisions qui sont éminemment stratégiques puisque creuser un puits ou s'équiper pour irriguer, par exemple, ce sont vraiment des décisions de long terme puisque les coûts sont souvent très importants. Je vous remercie donc pour votre attention et je remercie mes collègues Sarah, Charlotte et Jennifer pour leur révision de la présentation. Merci.